Une équipe de haut niveau dépêchée au Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a rencontré jeudi, c'est-à-dire hier, le président de la transition malienne Assimi Goïta pour tenter de régler la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. La délégation était composée de deux chefs d'État, dont les présidents ghanéens et gambien Nana Akufo-Addo et Adama Barrow, et du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui a représenté naturellement le président Faure Gnassingbé. Alors, elle avait été mandatée par les dirigeants des États membres de la CEDEAO réunis au sommet du 22 septembre 2022 pour trouver une issue à la querelle diplomatique qui oppose Bamako et Abidjan à propos du sort de 46 militaires ivoiriens. Nous allons parler également dans cette émission de l'éducation, la date officiellement retenue pour la rentrée scolaire 2022-2023. C'était fixé au lundi 3 octobre prochain. L'annonce a été faite depuis quelques semaines par la ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Neneou Ousmane. Cependant, dans une lettre adressée au département, la coordination des associations et promoteurs d'écoles privées du Mali demande le report de cette date initialement prévue le 3 octobre pour des raisons de non-paiement des primes et indemnités. Alors, on en parle également. Alors, après son discours, on parle du discours, on décrypte également le discours du PM par intérim du Mali, ce discours qui a été tenu à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. On va estrader un peu les choses, on va directement au Burkina Faso avec des mouvements d'humeur qui se sont tenus à Bobo Dioulasso, une ville du Burkina Faso, des tirs Mouli, près de la présidence. Certains lieux stratégiques de Ouagadougou ont été bouclés par des militaires très tôt ce vendredi matin dans le quartier de la présidence burkinabé, et le camp Babassi ont été occupés par les militaires à Ouagadougou. On en parle également. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau débat d'Alafia Hebdo. Merci pour votre fidélité. Je vous présente rapidement le panel qui est constitué à ma gauche de Al-Bouari, voilà, je suis arrivé, Ben Mohamed, qui est le président de l'association des jeunes actifs pour le renouveau, entendez par là, en tout cas, c'est Ajar Mali. Nous avons ici un journaliste sur ce plateau, il s'appelle, oui je nomme d'ailleurs, Badou Escoba, journaliste, directeur de publication du journal Triomphe du Mali. Et voilà, à son côté, nous avons Amadi Diko, qui est le porte-parole du PCC, entendez par là, plateforme de lutte contre le chômage et la corruption. Une fois encore, installez-vous confortablement. C'est parti pour ce numéro d'Alafia Hebdo. Alors, monsieur Al-Bouari Ben Mohamed, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je vous remercie tous. Et chaleureusement le directeur qui m'a donné l'occasion de pouvoir m'affirmer par rapport à la situation de mon pays, parce que c'est une situation à laquelle nous sommes obligés de parler pour montrer vraiment quelle est la voix du peuple, nous qui sommes les sans-voix, pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de vivre et comment nous pouvons soutenir ou pas la transition. Très bien, merci. Alors, Badou Escoba, journaliste, directeur de publication du journal Triomphe, le Triomphe du Mali, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Donc, je remercie les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment même sur Alafia TV, parce qu'Alafia TV ne cesse de prendre de l'ascension et Alafia TV ne cesse de démontrer son professionnalisme. Je ne suis pas en train de vous flatter, mais c'est une réalité. Donc, au-delà de cela, je salue mes deux débatteurs, je salue le promoteur Maïga et je salue l'ensemble du personnel d'Alafia TV pour avoir permis vraiment aux journalistes de pouvoir venir s'exprimer en toute liberté sur ce plateau. Nous avons remarqué que malgré vos prises de position, à chaque fois quand vous avez besoin, vous nous invitez sur votre plateau pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Très bien. Donc merci pour tout cela. Alors merci, je rappelle que Badou Escoba, qui est un directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali, est un habitué de ce plateau. Alors nous avons Amadi Diko, qui est porte-parole du PCC, plateforme de lutte contre le chômage et la corruption. Monsieur Amadi Diko, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Fabrice. Très bien. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans la boîte Alafia Hebdo.
tous vos spectateurs qui se trouvent à l'intérieur du pays et comme à l'extérieur du pays. Très bien. Et je remercie également d'avoir à mes côtés un grand journaliste et un camarade pour pouvoir discuter sur les questions les plus brûlantes de notre pays. Très bien. Alors, affaire de 46 militaires ivoiriens, voilà, bruit diplomatique, crise diplomatique entre Abidjan et Bamako. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Il y a une mission de haut niveau qui a été dépêchée pour débloquer, décanter la situation de cette affaire de 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Monsieur Fabrice, merci beaucoup pour la question. Vous savez, nous avons l'habitude de le dire. Aujourd'hui, derrière la rigueur des mots se cache la mollesse des actions. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, ce n'est vraiment pas de continuer à alimenter des tensions diplomatiques ad vitam aeternam. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons plusieurs défis au Mali. Nous avons des défis de l'insécurité, nous avons le défi de l'insécurité alimentaire, nous avons le défi de chômage, nous avons le défi éducatif, nous avons plusieurs fronts et tout est urgent au Mali. Si nous continuons à alimenter des tensions diplomatiques, je pense que ça va de soi. Qui alimente vous savez, quelles tensions diplomatiques? Vous savez, dans la gestion d'un pays, il faut mesurer les conséquences. Et qu'est-ce que nous avons à gagner ou à perdre quand on prend un projet, quand on initie un projet pour le peuple souverain du Mali? Si vous avez beaucoup plus à perdre, je pense qu'il va de soi que vous mettez beaucoup plus d'eau dans votre vin. Aujourd'hui, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire. Vous parlez par rapport à M. Amadi Diko, on n'arrive pas à vous cerner. De quoi parlez-vous justement? Je parle de cette question de 46 militaires qui sont venus, même si les documents officiels, il y avait vice de forme que ces militaires-là sont arrivés dans notre pays. Je pense que pour l'intérêt supérieur de la nation et pour des deux pays, il ne fallait pas qu'on arrive à un certain seuil d'invective et d'attaques personnelles entre les responsables politiques. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Et moi, je dirais que c'est aux autorités, à nos autorités aujourd'hui, de mettre beaucoup plus de vin et beaucoup plus d'eau dans leur vin par rapport à la gestion de cette crise. Parce qu'on pouvait gérer cette crise de façon douce. Parce que c'est au Mali qu'on a vu que des grands bandits, loin de moi de défendre la criminalité, des grands djihadistes ont obtenu des amnisties au Mali, ont été libérés. Aujourd'hui, si ces gens, même s'ils avaient... d'après ce que nos autorités ont avancé comme argument, qu'ils étaient là vraiment pour pouvoir porter atteinte à la sécurité de l'État, s'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur mission, entre guillemets, parce que nous, on n'est pas dans la réalité du pouvoir, parce qu'il y a certaines réalités qui t'échappent. C'est eux qui l'ont dit et nous ne pouvons que nous en tenir à cela. Donc, s'ils n'ont pas parvenu à atteindre leur objectif, je pense qu'il y a des défis qui sont là, il y a des intérêts à préserver. Non seulement des intérêts, des liens créé entre le Mali et la Côte d'Ivoire et que plus de 4 millions de nos compatriotes se trouvent là-bas et en même temps sur d'autres domaines économiques et tout. Donc il faudra préserver cela. Il faut préciser aussi qu'il y a des Ivoiriens ici au Mali. Effectivement, il y a des Ivoiriens ici parce que souvent il y a des Ivoiriens, il y a certains internautes qui s'amusent à dire que si le Mali ne relâche pas les soldats, les 46 militaires ivoiriens qui vont couper l'électricité. Rappelez aussi à ces Ivoiriens que c'est le Mali qui part aussi à acheter. Ce n'est pas gratuit. L'électricité, on ne nous donne pas de façon gratuite. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y a certaines situations, il faut qu'on arrête d'ouvrir plusieurs fronts. Il y a certaines situations, on peut les régler en douce, de façon diplomatique, sans tomber dans des pièges. Et ça, c'est ceux qui ne veulent pas voir la transition réussir, qui veulent nous pousser à aller vers ces terrains. Moi, je dis à nos autorités de ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que nous avons beaucoup plus de défis et nous avons un temps qui nous a été donné. Nous avons un temps à respecter, nous avons un délai à respecter. Nous avons pris un engagement avec la communauté, à l'intérieur du pays, avec les Maliens et avec la communauté internationale. Cette transition doit déboucher à l'organisation d'une élection crédible et transparente. Vous avez été compris, M. Amadi Diko. Alors, rapidement, on va donner la parole à Badou Escoba. Nous avons il a été annoncé que 3 chefs d'État, au premier abord, c'était le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, le président togolais, Faure Gnassingbe, et le président sénégalais. C'est eux qui ont été annoncés, le président sénégalais Macky Sall, qui ont été annoncés pour venir ici, 3 chefs d'État de la CEDEAO. Mais dans les dernières minutes, le président Macky Sall qui sera remplacé par Adama Barrow, le président de la République de la Gambie, et le président togolais est absent. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Quelle analyse peut-on faire? L'analyse qu'on peut faire de la volte-face
du président du Sénégal, Macky Sall, et le fait aussi que Faure Issoufou Yassoumé, qui est le président du Togo, qui était le chef de file de cette négociation, c'est que j'en déduis que peut-être il y a un problème d'agenda, il y a un problème de calendrier. Ça, c'est pour le cas du président du Togo. Donc pour ce qui est du cas du président du Sénégal, Macky Sall, apparemment, il y a un problème. Apparemment, le président Sall a perdu son opinion publique. C'est pour cette raison qu'à la dernière minute, il a tourné les talons. Ça, c'est votre analyse. Ça, c'est mon analyse, l'analyse personnelle. Donc, c'est pour cette raison qu'à la dernière minute, il a tourné les talons. Donc, finalement, c'est Adama Barrow qui a été mandaté, le président de la Gambie, vous-même, vous l'avez dit, pour venir discuter de comment faire pour pouvoir libérer ces 46 otages. Vous savez que c'est l'attitude même du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a un peu déplu aux autorités de la transition depuis le départ. Donc la situation aurait pu trouver un dénouement heureux si les autorités de Côte d'Ivoire avaient mis de l'eau dans leur Niamagoudi. Parce que ce sont leurs propos qui ont irrité les autorités de la transition malienne. Parce que je crois que tout a commencé le 12 juillet, quand ces 49 militaires ivoiriens ont foulé le sol malien. Donc beaucoup de versions ont été dites. D'abord, on a dit qu'ils sont venus au compte de la Côte d'Ivoire et qu'ils devraient se rendre pour servir les bataillons ivoiriens qui se trouvent à Mopti et à Tombouctou. Après, on a dit qu'ils sont venus pour le compte du contingent allemand de la Bundeswehr qui se trouve au sein de la MINUSMA. Ensuite, il a été dit qu'ils sont venus dans une autre mission, ils sont venus au compte de SAS. Et SAS, qui est un service qui s'occupe du management. Et c'est un service dont les actionnaires sont connus. Et on a même cité le nom du frère du président du Sénégal, Macky Sall. Donc beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu beaucoup de non-dits par rapport à leur... Mais est-ce que cette équipe qui est venue dépêcher Manu Militari, peut-être dit par certains, est-ce que cette équipe, avec ce passage, pourra-t-il décanter la situation et que dans les jours à venir, on peut assister à la libération des 46 militaires ivoiriens? Et ce que je peux dire sur ce plateau, on aurait pu trouver la solution avant qu'on en arrive là. Parce que dès le départ, avec la médiation togolaise, 3 dames qui faisaient partie de ce contingent quand même ont été relâchées. Donc ça veut dire que les autorités de Bamako ont fait preuve de bonne foi. Les autorités de Bamako ont montré leur disponibilité à pouvoir discuter pour que le reste du contingent puisse se retrouver en Côte d'Ivoire. Mais à la dernière minute, on a parlé de prise d'otages, etc., etc. Donc il y a eu des propos, des invectives à l'endroit de nos autorités. Donc ce qui a poussé nos autorités à hausser le ton, à durcir le ton. Donc on aurait pu trouver un terrain d'entente si on avait laissé la médiation togolaise continuer son petit bonhomme de chevet. Est-ce que la médiation, en tout cas, on va en parler dans la suite de cette émission. Je tourne et je donne la parole à M. Al-Bouari Ben Mohamed, affaire de 46 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet à Bamako. Il y a une délégation qui est venue ici hier, composée de 2 présidents ghanéens et gambiens, respectivement Nana Akufo-Addo et Adama Barrow, le président togolais qui est annoncé et qui s'est fait représenter finalement par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, le professeur Robert Doucet. Est-ce que à travers ce passage, est-ce qu'on peut assister prochainement et très prochainement à la libération de ces 46 militaires ivoiriens? Au fait, avant d'aller loin, j'aimerais d'abord personnellement remercier le gouvernement de transition pour la bonne foi démontrée avec la libération des 3 militaires. Parce que moi, je dirais même mercenaires. Parce que c'est une bonne foi de libérer les 3 d'abord. C'est parce qu'elles sont femmes qu'elles sont libérées? Bon, en réalité, ça, c'est de couches diplomatiques, en fait. Ils ont une cause bien précise. C'est à la justice malienne de donner ces justifications-là. Okay. Ce n'est pas à moi personnellement. Mais c'est une bonne foi. Ça montre que le gouvernement de transition veut négocier. Le gouvernement de transition ne veut pas aller loin. Sinon, dans d'autres pays que nous connaissons tous, prendre des mercenaires, ce n'est pas facile de les libérer. Pour ne pas dire, ce n'est même pas possible. On ne sait même pas là où ces mercenaires vont se trouver. Ils ne sont même pas reconnus, en fait. Donc, en ce sens, les 46, c'était 49. Je prends toujours 49, parce que la bonne foi ne doit pas faire abstraction à ce qui a été fait par le passé doit être disparu. Ça reste sur la table, c'est 49. Donc maintenant, par rapport au déplacement de ces différents présidents, si vous voyez que tous ces présidents viennent au Mali, c'est parce que le Mali a sa raison, en fait. Le Mali a tous les arguments possibles pour les maintenir sur son sol.
Ce n'est pas un kidnapping. On ne les a pas kidnappés. On ne les a pas invités. Ils sont venus d'eux-mêmes, de leur propre choix, ou du choix de leur autorité, ou du choix d'une tierce personne qu'on ne connaît pas et qu'on n'accepte pas. Vous comprenez bien. Voilà. Donc, par rapport aux 3 présidents qui sont venus, je pense que le déplacement d'un président est très important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un président africain vient au Mali négocier en ce sens. Mais à chaque fois que les déplacements se succèdent, ça veut dire qu'il y aura gain de cause. Ça veut dire que notre pays est prêt à collaborer et est prêt vraiment à montrer encore plus sa bonne voie. Et je remercie ces différents présidents-là qui ne cessent de montrer aussi vraiment qu'ils veulent soutenir les 2 pays et ils ne veulent pas que le problème aille plus loin. Parce que c'est déjà arrivé à un certain niveau que personne n'a souhaité. Ni le peuple ivoirien, encore moins le peuple malien. Mais est-ce que vous pensez que la médiation togolaise a échoué? Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi le président togolais s'est fait représenter? La médiation togolaise a été un succès dès lors où il y a eu gain de cause avec la libération des 3 mercenaires. Parce que je n'aimerais même pas dire soldat, en fait. Parce que pour moi, un soldat, il ne suffit pas de mettre des galons ou bien de juste mettre... C'est parce que la transition parle de mercenaires que vous aussi vous parlez de mercenaires. Bien sûr, bien sûr. Je parle de mercenaires parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un soldat ivoirien puisse venir sur le territoire malien sans autorisation du gouvernement. Ce n'est pas concevable. Okay. C'est pas concevable. Et si le gouvernement dit que c'est des mercenaires, parce qu'ils ont toutes leurs preuves pour montrer cela. Comment se fait-il que toi, sur ton papier, c'est écrit peintre, et tu oses me dire que tu es soldat demain? Comment je peux comprendre ça? Qu'est-ce qui prouve que tu es soldat? Okay. Pour être soldat, il faut être reconnu au préalable que tu es venu en tant que soldat, ami, voisin, allié. Il y a combien de soldats d'autres pays africains qui y vivent et qui travaillent comme il le faut pour le soutien du gouvernement, pour le soutien du peuple malien. Et pourquoi le gouvernement va saisir ces soldats-là? Précisément ceux-ci. Parce qu'ils ne sont pas venus dans ce cadre. Très bien. Vous avez été compris, monsieur Albouari Ben Mohamed. Alors, monsieur Amadi Diko, est-ce que vous aussi vous pensez naturellement que la médiation togolaise a échoué? Vous savez, comme j'ai eu à le dire au départ, et comme l'aîné venait de dire tout de suite, on pouvait vraiment éviter que les choses ne prennent de l'ampleur. Je pense que oui, effectivement, la médiation togolaise, à travers son président fort, a porté fruit dans la mesure où mon frère vient de le dire. Il y a eu 3 femmes qui ont été libérées à titre humanitaire parce que c'est quand même des femmes pour montrer que le Mali respecte les droits de l'homme et puis tout ce qui est lié au genre. Donc je pense que ça a porté fruit et j'aimerais qu'on décante le plus rapidement possible cette tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous avons tous à perdre. Le Mali a beaucoup à perdre et la Côte d'Ivoire aussi a beaucoup à perdre. Ça ne nous sert absolument à rien qu'on garde ces 46 militaires-là chez nous. Si ça ne tient qu'à moi, on les libère tout de suite et qu'on passe à autre chose parce que nous avons beaucoup de défis qui nous attendent. Vous savez que notre saison, il y a une insécurité alimentaire qui pointe à l'horizon et ça, elle est plus grave que même l'insécurité au sens propre du terme. Donc il faudra qu'on essaie de trouver le plus rapidement possible. Une solution le plus rapidement possible à toutes ces problématiques-là. Très bien, vous voulez vous prononcer ce que je voulais ajouter, c'est que le Mali et la Côte d'Ivoire sont liés par le même cordon ombilical. Et je me rappelle bien, le président Alpha Oumar Konaré, dans ses discours, il a toujours prononcé le nom de Victor Biaka Boda, le nom de Kaboré Zinda. C'est des Ivoiriens qui ont beaucoup lutté pour l'indépendance du continent africain. Et même quand il y a eu la rupture entre le Mali et le Sénégal, lors de l'éphémère fédération du Mali, le président Modibo Keïta a dépêché Amadou Hampâté-Bâ en Côte d'Ivoire comme ambassadeur parce qu'Amadou Hampâté-Bâ s'entendait beaucoup avec Félix Houphouët-Boigny. Donc il a dépêché Amadou Hampâté-Bâ et cela a permis à la Côte d'Ivoire de nous ouvrir ses ports. Et si on écoute les anciens, en son temps, c'est l'Allemagne qui avait donné des camions groupes et c'est ces camions groupes qui partaient au port d'Abidjan chercher nos marchandises. Et Félix Houphouët-Boigny l'a bel et bien dit, la paix n'est pas un mot, la paix n'est pas un mot, mais c'est un vain comportement. Donc
nous souhaitons que la Côte d'Ivoire et le Mali puissent emboucher dans la même trompette, que ces deux pays puissent s'entendre. On aurait pu régler ce problème sur l'arbre à palabre. Et c'est ce schéma que les autorités maliennes avaient décidé de suivre lorsqu'Alassane Ouattara a porté l'affaire devant le Conseil de sécurité. Ce n'était pas nécessaire. On aurait pu résoudre ça entre frères maliens et frères ivoiriens. Il y a plus de 5 millions de Maliens qui résident en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens au Mali. Et pendant la crise ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara l'a dit, sa maman était logée chez le président Amadou Toumatoul. Donc c'est pour vous dire que les liens sont très forts et nous pensons que dans les prochaines semaines, si les autorités ivoiriennes mettre de l'eau dans les Niamakoudji, je le dis encore une fois. Est-ce que c'est eux seulement qui doivent mettre de l'eau dans leur Niamakoudji? Oui, mais c'est eux qui sont coupables. Ils ont voulu faire croire que c'est eux qui sont les victimes, alors que c'est eux qui sont les coupables. Donc moi je pense que trouvons la bonne solution et que cette situation puisse être derrière nous. Très bien. Alors, nous allons passer à un autre sujet rapidement. On va essayer, avant de passer à l'éducation, le sujet sur l'éducation ou la rentrée prochaine qui sera peut-être un peu perturbée. On parle du décryptage du discours du PM après son discours à l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a reçu un accueil chaleureux à l'arrivée à Bamako, à l'aéroport. Il faut dire que ces propos dans lesquels il qualifie notamment le gouvernement français de jointe au service de l'obscurantisme ne sont pas passés inaperçus. Alors, nous en parlons. Comment est-ce que vous avez vu le discours du PM, hein? Il dit, je cite, je vais donner un extrait, je voudrais remercier son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition et bien entendu l'ensemble du peuple malien. Nous sommes des exécutants et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément, on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir. Je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne, a déclaré Abdoulaye Maïga lorsqu'il était de retour et qu'il a été accueilli. Alors, comment est-ce que vous voyez, avec quel œil voyez-vous cet accueil? Et d'ailleurs, il n'est pas le premier à être le premier ministre à être accueilli de cette façon. Et lors de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui est convalescent actuellement, a été accueilli de la même manière. Donc cet accueil qu'on a réservé à Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, suite à son intervention à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, donc l'accueil triomphal qu'on lui a réservé, cet accueil était nécessaire parce qu'il est parti démontrer à la face du monde quelle est la vision du Mali, quelle est la perception du Mali. Mais est-ce que nous sommes encore à l'heure du beau discours? Nous sommes à l'heure du beau discours, je peux le dire ainsi. Parce que vous savez, on parle de propagande, on parle de populisme. Toutes les grandes nations du monde, les grandes nations du monde se servent de la propagande, du populisme, pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce que nos autorités sont en train de faire. Donc si vous suivez son discours, Abdoulaye Maïga n'a rien dit de grave. Il a tout simplement remis certains dans leurs petits souliers. Je veux parler du cas du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Permets-moi de lui donner quelques leçons d'histoire. Le 25 avril 1974, il a failli un coup d'État au Portugal pour qu'on en finisse avec la dictature, la révolution des EU. Salazar, qui de 1933 à 1974 a terrorisé le peuple portugais, a mené les guerres coloniales. Nous, on se souvient du 16 décembre 1972, du massacre de Wiriamu au Mozambique. Plus de 300 personnes ont été abattues de sang par l'armée coloniale portugaise. L'assassinat d'Amilcar Cabral en 1973 à Conakry, le 22 novembre 1970, lorsque les mercenaires portugais ont envahi la Guinée. Ils ont tenté de capturer Aristide Pereira, qui pendant plus de 20 ans a été le président du Cap-Vert. Donc voilà des éléments qui prouvent qu'Antonio Guterres devrait se taire. Il ne devrait même pas être secrétaire général des Nations Unies. Parce que le Portugal, c'est un pays colonial, c'est un pays colonialiste. Le Portugal a commis des crimes. Le massacre de Bateba au Cap-Vert, c'est l'œuvre de l'armée coloniale portugaise. Donc c'est pour vous dire que si Antonio Guterres était conscient, il n'allait même pas égratigner le peuple malien. Parce que le peuple malien est un peuple pacifique. C'est un peuple qui a toujours œuvré pour l'émancipation du continent africain. Très bien. Le peuple malien a été à l'avant-garde de la lutte contre la colonisation. Donc pour terminer, et pour le cas de Oumarou Sissoko Mbalo aussi, ça nous a beaucoup plu. On va en parler tout de suite. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on remette ces gens à leur place. Qu'ils sachent
Qui est le Mali? Vous avez été compris, monsieur Badou Escobar, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Le colonel Abdoulaye Maïga a également critiqué plusieurs responsables africains, comme le président nigérien Mohamed Bazoum, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, ou encore le président d'exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Oumaro Embalo Sissoko. Comment est-ce que vous appréciez cela? Au fait, vous savez, quand vous prenez dans le temps, il y a eu combien de présidents qui ont été au niveau des différentes assemblées des Nations Unies. Mais aucun n'a été accueilli à part le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit ce que nous avons voulu dire demain. Parce qu'ils ont fait ce que nous avons voulu faire. L'accueil que vous avez vu, ce n'est pas un accueil de 10 personnes, ni de 30 personnes. C'est l'accueil du peuple souverain du Mali. C'est l'accueil des... Mais est-ce que tout ça, là, ce n'est pas du populisme? Non, il ne s'agit pas de populisme. La politique est faite de populisme. La diplomatie de même. Tout le monde le fait. Ça n'a rien d'extraordinaire ou d'extravagant. Ne nous cachons pas la vérité. Si le peuple est avec vous, le peuple sort pour te soutenir. Si vous dites quelque chose de beau, c'est tout à fait normal de faire toute une fête pour ça. C'est tout à fait normal de glorifier votre action. Vous avez mérité ça. Vous comprenez un peu. Donc, ce que le Premier ministre par intérim, je dis bien par intérim, a bel et bien dit, nous, le peuple malien, nous avons vraiment aimé cette action-là, parce que ce sont des actions qui ont été faites par d'autres gouvernements et il faut réagir en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Mali subit une crise multidimensionnelle. Et ce n'est pas le moment d'attaquer le Mali de l'extérieur. Mais nos voisins n'ont pas vu ça. Mais est-ce que le Mali ne s'isole pas? Écoute, il ne s'agit pas d'isolation, il s'agit de respect. Il s'agit de considération. Quelle que soit la manière... Les voisins ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu, mais on ne peut pas évoluer aussi. Le pays ne peut pas également évoluer aussi de façon unilatérale. Écoute, nous avons le devoir de se faire respecter. Coûte qui coûte. Le respect se doit et ça se mérite. Vous comprenez un peu? Donc, il ne s'agit pas de s'isoler, mais il s'agit de se dire les vérités et d'avancer ensemble sur des bases d'égalité à égalité, sur des bases de considération, sur des bases d'appréciation réciproque. Pas de se cacher ou bien de garder rancune. Le Premier ministre par intérim n'a rien dit de mal. Il a juste mis certaines personnes à leur place comme il se doit, avec tout le respect, la considération qui se devait. Donc selon vous, le discours a été courtois. Selon moi, il a même appelé le président ivoirien par mon nini. Il l'a mis dans sa place en tant que président de la République et il a pris son conseil en considération en disant qu'il a entendu et compris le conseil de l'aîné et en contrepartie, il donne un autre conseil. Ce n'est pas de l'injure. Ok, très bien. Alors, le président Alassane Ouattara, qui a été en tout cas pointé du doigt lorsqu'on parle du troisième mandat, qui est un autre fléau en Afrique. Alors, M. Amadi Diko, porte-parole du PCC, j'aimerais vous poser cette question rapidement. Quand on parle du troisième mandat, hein, nous savons que le président, le médiateur togolais, lui, il est dans son 4e mandat. Est-ce que ce message, c'est forcément, est-ce que c'est uniquement à Alassane Ouattara? Ouais, vous savez, j'appelle fréquemment la transition qui est là au Mali, la transition version poussée, parce qu'il y a eu un premier coup d'État parachevé par les hommes en armes, et le deuxième coup d'État suivi où on a mis Banda à côté. Et c'est cette deuxième version-là voilà, que vous appelez version poussée. Version poussée, effectivement. Vous savez, je pense que quand on critique les gens, il faut que vous-même vous soyez correct. Il faut que vous-même vous soyez correct dans ce que vous faites. Aujourd'hui, quand on dit à Alassane qu'il a fait le 4e mandat, loin de moi de défendre. Non, lui, il est dans son 3e mandat. Il est dans son 3e mandat. Et le médiateur également et fort. Et lui, il est dans son 4e mandat. Et je ne crois pas qu'il compte s'arrêter là. Il a encore d'autres visions pour un 5e mandat. Lui aussi, sincèrement, il faut qu'on essaie de mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Vous savez, on ne peut pas gérer un pays. On peut pas gérer un pays de façon... un pilotage à vue. Une gestion sans principe, une gestion sans vision et on va à tous les sens. Donc, je pense que quand le Premier ministre a tenu ses discours à l'Assemblée générale des Nations Unies,
je pense que c'était d'affirmer la posture du Mali, la posture actuelle que le Mali a vis-à-vis de sa relation avec les autres pays, avec les autres nations. C'est d'affirmer effectivement la souveraineté du Mali et de dire que désormais les Maliens ne sont pas prêts à accepter n'importe quel pain qu'on va leur jeter comme ça, et que désormais on va aller vers ce qu'on appelle, on souhaite aller désormais vers des partenariats gagnant-gagnant. Mais au-delà de ces discours, cette réalité, cette vérité, il faut qu'on se la dise. Il faut aujourd'hui qu'on sorte dans des beaux discours, on sort dans des manifestations qui n'ont vraiment pas de sens à mes yeux. Parce que vous avez dit, nous avons des défis. Quand vous parlez de manifestations, cet accueil chaleureux qui a été réservé. Donc je pense que c'est dans un autre sens, c'est normal. Mais aujourd'hui, c'est pour quel impact? Ce discours a été tenu pour quel impact véritablement dans notre processus de développement économique? C'est aussi ça aussi. Aujourd'hui, nous avons des grands défis. Nous devons faire en sorte pour dire que il y a un grand problème où tout le monde passe à côté. Aujourd'hui, nous avons une diplomatie qui a failli. Une diplomatie qui crie sur tous les toits. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin... La failli dans quel sens? A failli parce que cette diplomatie n'est pas capable. Vous voyez, depuis combien de temps on est sur cette affaire des currencies militaires? Depuis combien de temps on est sur cette affaire d'accord d'Alger? Depuis longtemps qui ne parvient pas à être appliquée. Depuis combien de temps nous avons des problèmes? Notre diplomatie ne parvient pas à se faire comprendre et à faire comprendre... Est-ce que c'est le rôle seul à la diplomatie de résoudre ce problème? Mais si vous voyez, il y a deux personnalités au Mali qui ne sont pas interdites de voyager. Il y a les ministres des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, il y a le président Assimi Goïta lui-même qui n'ont aucune restriction pour pouvoir voyager, pour aller ailleurs. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions aux problèmes économiques. L'autosuffisance alimentaire. Il faut trouver des problèmes liés à l'éducation. Bientôt, on va parler sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des priorités. On ne peut pas continuer à tomber dans des invectives, à tomber dans des attaques personnelles et tout. Donc ça ne nous sert pas et ça ne sert pas le peuple malien. Aujourd'hui, c'est que le peuple malien a besoin. Vous savez, nous venons de fêter notre 72e anniversaire. D'indépendance. Les priorités pour les Maliens n'ont jamais changé. Les Maliens ont toujours demandé le minimum. C'est le minimum que nous cherchons de la part de nos autorités. Et quel est ce minimum? Ce minimum, d'abord, c'est d'avoir la sécurité dans notre pays, c'est d'avoir accès aux services sociaux de base. Aujourd'hui, la faim tue plus que la maladie au Mali. Comment vous pouvez comprendre ça? Mais vous parlez sur quelle base? Est-ce que vous avez les chiffres? Est-ce que vous avez les chiffres de ce que vous avancez? Je parle sur des réalités qui est là. Il y a la PAM Mali qui a fait son rapport qui est là. Il y a plus de 5 millions de Maliens qui sont menacés d'abord de famine. Il faut qu'on arrive tout de suite à trouver des solutions par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle notre plateforme, la lutte contre la corruption, sous le leadership du professeur Clément Damel, nous avons lancé un grand mouvement appelé mouvement Dabakala pour désormais sauver les paysans maliens, que le paysan malien soit respecté, que le métier, qu'un paysan malien désormais puisse se taper la poitrine. Aujourd'hui, il y a des subventions qui ont été données pour amener de l'engrais. Les paysans n'en ont pas bénéficié. Il y a toute une corruption autour du monde agricole. Quand bien même nous savons bien qu'il y a 15% de notre budget qui sont alliés à l'agriculture aujourd'hui. La faim nous tue plus que la maladie. Donc il faut trouver des solutions urgentes. Nous avons des propositions qui s'articulent autour de 12 points. Très bien, alors vous aurez le temps de les décortiquer dans un moment à l'autre. Vous voulez réagir rapidement? Voilà, je voulais réagir par rapport à ces propos. En fait, on ne peut pas dire que la transition a échoué ou que la diplomatie malienne a échoué. Vous savez, la diplomatie malienne d'aujourd'hui, je peux dire que c'est la meilleure en Afrique de l'Ouest. Par toutes ces actions qui sont en train de faire. Vous parlez et même de meilleur en Afrique, quand vous parlez de diplomatie. Toute l'Afrique, et j'en suis fier d'avoir un ministre comme Diop. Et je vais vous rappeler quelque chose. Mais dans quel sens il est meilleur? Voilà. En fait, elle est meilleure, cette diplomatie. C'est pour cela que j'ai dit, je veux le rappeler. Qu'est-ce que la diplomatie C'est pour cela que je vous dis... Je suis le seul à poser des questions sur ce plateau. Voilà. Actuellement, je vous dis, tout ce que le Mali a, pendant combien de mois, je dis bien, pendant combien de mois, des sanctions d'embargo. A-t-il mouru de faim? De soif? Il ne parle pas de lui. Nos agriculteurs, non, nous parlons du peuple. Il est membre du peuple, il est dans le peuple, il est malien, il a la nationalité malienne. Vous comprenez un peu? On dit la charité bien ordonnée commence par soi. Donc si lui, est rassasié, ça suffit, les autres peuvent mourir de faim. Non, il ne s'agit pas de... On dit, on prend exemple par une personne, d'abord. Et nous savons que le peuple malien n'a pas mouru de faim. Et nous avons vu des partenaires qui nous ont amené beaucoup de choses. Comme la Russie, par exemple. La Russie nous a amené des armements. Nous avons beaucoup travaillé avec la Guinée, Conakry, qui nous a ouvert les portes.
Nous avons beaucoup travaillé avec la Mauritanie qui nous a ouvert les portes. Si ce n'est pas la bonne diplomatie, si ce n'est pas l'exemple, si ce n'est pas la crédibilité du gouvernement actuel, croyez-vous que cela allait se faire? D'autres pensaient qu'on allait mourir de faim, mourir de soif. D'autres pensaient même que notre gouvernement n'allait pas pouvoir tenir 3 mois. On a tenu combien de mois? Et vous venez dire sur cette plateforme que... Alors, ils ont tenu plusieurs mois. Est-ce que ce n'est pas des dettes accumulées? Il ne s'agit pas de dettes. Le gouvernement du Mali a payé combien de milliards à la BCEAO tout récemment de dettes? Si la diplomatie a failli, pensez-vous qu'on allait pouvoir faire ça? Vous avez dit côté éducation. Je vais vous rappeler une chose. Si ce n'est pas cette année, non, disons l'année passée, il n'y a jamais eu un examen au Mali sans fuite. Vous devrez applaudir à sa place. En tout cas, le gouvernement malien travaille. Le gouvernement malien est sur pied. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement malien. Mais je dis ce que je remarque, je dis ce que j'ai apprécié et je me dois en tant que membre de ce pays, en tant que fils de ce pays, de dire la vérité. Je ne veux pas parler de folklore. Vous comprenez un peu? Ok, alors vous avez été compris, monsieur Al-Bouhari Ben Mohamed. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que beaucoup pensent que la logique c'est pour eux, alors que la logique est universelle. Ce que tu as l'habitude de dire à des journalistes français, vous pensez que la logique c'est pour vous? Chaque année, le Portugal célèbre le 25 avril 1974, date du coup d'État. Parce que les Portugais estiment que c'est ce jour-là qu'ils ont été libérés. Et il y a un coup d'État militaire pour rectifier quelque chose, pour redresser un pays, les gens s'agitent. Alassane Dramane Ouattara, il devrait faire 2 mandats, il a fait un 3e mandat, ça c'est un coup d'État. Ensemble. Ça, c'est un coup d'État qui ne dit pas son... Donc, c'est pour vous dire que tout ce qu'on dit à l'encontre du Mali, nous ne sommes pas d'accord avec ça aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec ça demain. Donc, le Mali est un État souverain. Le Mali est libre de faire ses choix. Et le père de l'indépendance, Modibo Keïta, l'a dit, le Mali est libre d'opter pour le système qu'il veut. C'est pourquoi sous Modibo, le Mali a opté pour le socialisme dirigé. Et aujourd'hui, si on a opté pour le libéralisme économique, c'est notre bon droit. Si le peuple s'est levé un jour pour dire nous ne voulons pas de ce gouvernement démocratiquement élu, il faut changer de système. Donc si les militaires interviennent pour redresser le pays, je ne vois pas où est le problème. Tout simplement parce que le Mali ne fait plus ce que l'ancien maître demande. Et c'est pour cette raison qu'on en veut au Mali. Sinon le Mali n'a rien contre personne. Et comme il l'a dit, jamais la diplomatie malienne n'a été aussi active. Dans le temps, la diplomatie malienne était très amorphe. Et aujourd'hui, le monde entier reconnaît que le Mali est un État sur le plan diplomatique qui est fort. Et Faure Gnassingbé dont on parle, Faure Gnassingbé, même s'il n'est pas le plus âgé des chefs d'État, en matière de longévité au pouvoir, il est le doyen. Il est le chef d'État qui a le plus duré au pouvoir. Aujourd'hui, il est devenu un médiateur. Pourtant... Est-ce que c'est un critère? Si il a son 4e mandat, c'est avec le bon vouloir du peuple togolais. Voilà. On ne veut pas aller dans l'ingérence, au fait. On ne veut pas nous ingérer dans le problème togolais. On ne parle pas d'ingérence. En fait, on ne parle pas d'ingérence. Le gouvernement du Mali, je pense qu'il a bien accepté, a bien voulu accepter de prendre le président Faure comme médiateur. Mais il faut comprendre une chose. Mais est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est un modèle? En fait, le modèle dépend du thème. Ça dépend de l'aspect sur lequel on a besoin de lui. On n'a pas besoin de lui pour venir gouverner au Mali et faire 4 mandats au Mali. On a besoin de lui en tant qu'ami du Mali et de la Côte d'Ivoire pour intervenir. Et le temps qu'il va faire au Togo dépendra du peuple togolais et de l'appréciation de ce peuple par rapport à son président. Ce n'est pas de l'ingérence. Nous, le gouvernement... Vous avez juste besoin de lui. Voilà, le gouvernement de la transition, au fait, n'a jamais fait d'ingérence dans le problème de X ou Y pays. Il n'a jamais indexé X ou Y pays pour quoi que ce soit. D'accord. En ce que je sache, il a juste répondu à des agissements venus d'ailleurs. Il s'est défendu. Et quand il parle de 3e mandat, est-ce que... Il parle de 3e mandat parce que quelqu'un qui est... Quand il parle de 3e mandat, il parle de qui? Voilà. Quand il parle de 3e mandat, je pense qu'il a d'abord parlé de son aîné, qui est un papa, qui est son aîné, est-ce que ça, ce n'est pas une affaire propre à la Côte d'Ivoire? Qui a directement indexé le Mali. Il a indexé le Mali. Il a parlé du Mali. Et il se doit de le remettre à sa place. Pourquoi? Parce que pour montrer l'exemple, il faudrait soi-même être l'exemple. Je ne peux pas te permettre de dire, va vers la droite alors que moi je pars vers la gauche. Il me faut partir vers la droite comme toi
pour que je puisse t'orienter vers la droite. Très bien. Bon, ce que j'aimerais rajouter très rapidement, en quelques secondes, c'est que tout le monde sait que la démocratie est irréversible. Mais tant qu'il y aura la mauvaise gouvernance, il y aura toujours des coups d'État. Personne ne souhaite un coup d'État. Personne ne souhaite une rupture constitutionnelle. Il faut que les leaders politiques, les hommes politiques se ressaisissent pour qu'il n'y ait plus de coups d'État au Mali. Mais aussi longtemps que les hommes politiques se comporteront mal, il y aura d'autres coups d'État. Parce qu'un militaire ne peut pas avoir le culot, ne peut pas avoir le courage moral de tenter de renverser un régime démocratiquement élu qui est adoubé par son peuple. Donc quand vous voyez les militaires intervenir sur le champ politique, quand vous voyez les militaires entrer dans la surface de réparation du champ politique, c'est que réellement il y a problème. Sinon, les militaires n'ont aucun intérêt à s'intéresser à la chose politique. Les autorités de la transition, Assimi Goïta en tête l'ont dit, et ils ne sont pas venus pour s'éterniser au pouvoir. Et ils diront dès l'organisation... Est-ce que vous le direz clairement qu'ils sont venus pour... Non, ils ont été clairs. Ils disent qu'ils ne sont pas venus pour s'éterniser au pouvoir, qu'ils iront le plus rapidement possible. Il y a déjà un calendrier qui est là, un chronogramme. Et le troisième mandat dont vous parlez, à ce que je sache, le troisième mandat dont vous avez parlé, je pense plutôt que... Ce n'est pas moi qui parle de ça, c'est le colonel. Le colonel, lorsqu'il a parlé de ça dans le discours, il a dit d'abord la refondation. Il a dit qu'ils vont mettre au fait des institutions puissantes au Mali pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Et si quelqu'un d'autre se reconnaît dans ça, qu'est-ce que c'est le problème d'Abdoulaye Mega? Il a dit que le médiateur peut se retrouver dans ça. Et nous l'avons vu, il était absent hier. Il a été annoncé, mais il était absent. En ce sens, ce sont, si je pense bien, ce sont d'autres personnes qui ont suggéré le président Ouattara dans ça. Lui, il a juste apprécié le conseil donné par le président Draman Ouattara. Et ensuite, il a parlé du troisième mandat. Mais il n'a pas dit que c'est X qui fait troisième mandat ou c'est Y qui fait quatrième mandat. Vous avez été compris, monsieur Al-Bouhari Ben Mohamed. Oui, allez-y, Amadi Diko. Par rapport à mon aîné et à mon camarade, par rapport, vous savez, gérer un pays, c'est d'abord tenir ses engagements. Le peuple malien, les autorités actuelles ont pris un engagement vis-à-vis du peuple malien. Imprimer 18 mois à leurs autorités. Ils ont dit au bout des 18 mois, ils vont tenir les élections, ils vont organiser, ils vont stabiliser les pays. Bon, mais si ça ne suffit pas, ils demandent encore peut-être un peu de... Ils en ont pris encore, et puis voilà. Et ils avaient proposé beaucoup de choses. Il y avait les plans d'action pour les ripostes des sanctions de la CEDEAO qui étaient là, qui n'a eu aucun effet. Et l'augmentation, la cherté de la vie a multiplié par 5. Et tout le monde est au courant. Multiplié par 5. Sur quelle preuve vous avancez les chiffres? Sur quelle preuve vous avancez les chiffres? Je suis chef de famille, tout le monde est là, tout le monde sait très bien. Peut-être qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat. Non, mais voilà, effectivement, c'est ça aussi la question. Parce que les gens s'amusent souvent, s'il vous plaît, les gens s'amusent souvent à faire la comparaison entre les pays. Quand on dit oui, on dit ouais, c'est international. Mais quand vous parlez de multiplier par 5, non, mais sur quelle base? Non, mais multiplier par 5, mais allez-y dans les marchés. C'est les Maliens qui nous attendent, c'est les Maliens qui nous... Ce n'est pas un travail objectif, monsieur Amadi Diko. Non, effectivement, c'est un travail... Multiplié par 5, c'est scientifique. Les paniers de la ménagère à multiplier et les revenus au Mali sont très insuffisants. Tout le monde est au courant par rapport à ça. Quand vous essayez de prendre les revenus au Mali et les revenus en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ce n'est pas comparable. Aujourd'hui, l'État déploie, l'État intervient, l'interventionnisme État, c'est pour cela que nous encourageons beaucoup plus ça, et que cet interventionnisme doit se matérialiser sur le terrain. Souvent, c'est des discours et aujourd'hui qui n'ont pas d'effet par rapport à la réalité sur le terrain. Nous en sommes, je suis malien, je suis là, je vis au Mali, je ne vis pas ailleurs, je ne suis pas sur une autre planète, je suis là au Mali. Et chaque jour, je vais au marché, il y a ma femme qui est là, qui part au marché et tout le monde. Donc je te parle d'une réalité et personne ici sur le plateau ne peut contester cela. Mais multiplier par 5, là, c'est ça? Multiplier par 5, juste pour une manière de parler, pour dire que la cherté de la vie, les prix des paniers ont grimpé. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé. On peut amener toutes sortes de... Est-ce que ça, ce n'est pas une crise mondiale qui n'est pas particulière peut-être au Mali seul, quand vous allez dans n'importe quel pays mettons dans ces paniers-là, crise mondiale, oui. Mais il y a l'État qui doit intervenir pour soulager les Maliens. C'est eux qui nous ont dit qu'ils ont un plan d'action de riposte contre les sanctions de la CEDEAO et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui... Mais le peuple a été résilient, le peuple a aimé ça. Oui, le peuple a été résilient parce que le peuple malien, dans sa racine, a toujours été un peuple résilient, un peuple qui s'est toujours contenté du mineur. C'est la raison pour laquelle, dès l'entame de ce débat, j'ai eu à dire que 62 ans d'indépendance, jour pour jour, les Maliens veulent boire de l'eau. Nous avons 2 grands fleuves, mais les gens peinent à avoir de l'eau à boire. Nous avons un problème alimentaire.
qui est là. Nous avons problème au niveau de l'éducation. Nous avons problème, on n'arrive pas aujourd'hui à recouvrir notre intégrité territoriale. 62 ans d'indépendance, on ne parvient pas aujourd'hui à apporter les services sociaux de base au peuple malien. C'est suite à cet engagement, c'est suite à ces grands mouvements dont le peuple s'est retrouvé M5RP avec une aspiration profonde. Et cette lutte a été parachevée par les hommes en or qui ont vu l'immensité des problèmes, l'immensité des défis. Et raison pour laquelle ils sont venus prendre le pouvoir, ils ont pris le pouvoir, ils disent qu'ils vont gérer. Donc on ne peut pas permettre aujourd'hui, il y a des dossiers de corruption qui sont là. Dans cette période de transition, nous l'avons vu, les cas de Canam, le cas de la police et d'autres. Très bien, vous avez été compris, hein, monsieur Amadi Diko. Alors, on va aborder le dernier angle de ce sujet par rapport au discours du colonel Abdoulaye Maïga. Naturellement, quand il parle, il qualifie la jointe, en fait, il qualifie le gouvernement français de jointe qui est au service de l'obscurantisme. Nous avons eu des jointes aussi, une jointe en France. Non, nous avons une jointe militaire en France dans la mesure où les autorités françaises ne respectent pas les autorités maliennes. Le peuple malien a fait un choix et les autorités de la transition sont en train de suivre ce choix-là. Ce n'est pas au gouvernement français de décider de la marche à suivre par rapport au peuple malien. Donc le peuple malien a pris son destin à main. Il faut que les Français cessent vraiment de s'en prendre tout le temps au Mali. Et Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, quand vous suivez ses propos, ce n'est pas des propos agréables, c'est des propos désagréables. C'est des propos qu'elle ne devrait pas tenir à l'endroit du Mali et à l'endroit du Est-ce que ça suffit pour qualifier le gouvernement français de jointe? Oui, c'est une junte militaire, c'est une junte qui est au pouvoir en France actuellement. Si l'on tient compte des propos de Macron, parce que Macron tient des propos paternalistes, Macron a encore en tête l'époque du colonialisme. Macron pense que c'est toujours le régime de l'indigénat et que nous, les Maliens, nous sommes ces sujets. On a franchi ce cap il y a très longtemps. On est en train d'évoluer. 62 ans après, il faudrait que Macron sache que l'Afrique a décidé de prendre une autre tournure. L'Afrique a décidé de se frayer un nouveau chemin. Donc, fini la France-Afrique. Et le temps a été donné par le Mali et la Centrafrique. Et c'est le cas du Mali qui n'a pas plu à Macron. Parce que Macron estime que si jamais on laisse le peuple malien libre, on laisse le peuple malien suivre son destin, les autres pays de la sous-région vont suivre. Vous voyez ce qui se passe au Burkina. Ce qui se passe au Burkina, excuse-moi, est la conséquence du discours que Damiba a tenu à l'Assemblée générale des Nations Unies pour faire plaisir au président ivoirien, pour faire plaisir à Macron. Et voilà les résultats. Très bien. Ce qui est sûr et certain, ça lui coûtera très cher et on verra ce que ça va donner comme résultat. Très bien. Et pour finir, une seconde, Oumarou Sissoko Embalo, le président de la CEDEAO, qui fait le président Zélé, il est venu ici au Mali. Vous savez que sa maman est d'origine malienne. Lui-même, il l'a dit. Donc quand je vois le comportement de Oumarou Sissoko Embalo aujourd'hui, ça fait mal. Ça montre encore une fois qu'en Afrique, il y a des chefs d'État qui ont dans leur veine le système esclavagiste. Merci. Très bien. Alors, Bazoum aussi qui a été qualifié, le colonel Abdoulaye Maïga qui dit qu'il n'est pas nigérien, il doute de sa nationalité. En tout cas, on n'a pas assez de temps pour en parler. On passe rapidement au dernier sujet. Il s'agit bien sûr de l'éducation. La date du 3 octobre, lundi 3 octobre, qui est menacée parce que la promotion, en fait, les promoteurs d'écoles privées demandent le report parce qu'il n'y a pas paiement de primes et d'indemnités. Est-ce que la rentrée tiendra, oui ou non? Au fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les promoteurs d'écoles, c'est des opérateurs économiques. Ils travaillent avec de l'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, c'est tout à fait normal de les écouter. C'est des citoyens comme vous et moi. Donc, il faudrait aussi accepter à ce que vraiment, il faut souvent accepter de reconnaître la souffrance des opérateurs économiques. De la même manière dont les autres citoyens lambda disent que ça ne va pas, que ces opérateurs économiques peuvent se permettre aussi de dire que ça ne va pas. Parce que c'est la même famille, c'est le même pays. Vous reconnaissez finalement que ça ne va pas, en réalité, je n'ai pas fini. En fait, il s'agit d'un autre thème. Ok. Et voilà. Donc, en réalité, il faudrait comprendre quelque chose. C'est que les opérateurs économiques travaillent avec les banques. Ils travaillent avec d'autres partenaires. Okay. Donc, s'ils demandent juste de repousser, ils n'ont pas dit, à ce que je sache, ils ont demandé 2 semaines. Oui. Juste de repousser à 2 semaines. Donc, il faudrait comprendre que la coordination nationale, ils sont évalués du système pour qu'ils puissent soutenir le gouvernement. Ok, vous avez été compris sur ce coup rapidement. Nous sommes talonnés par le temps. Par rapport aux promoteurs d'école,
Et la rentrée qui, Et la rentrée qui doit se tenir le 3 octobre. Et je préfère être honnête avec vous. Moi, je n'ai pas pitié des promoteurs d'école. Les promoteurs d'école, c'est des véritables sanctuaires. Il y a beaucoup d'écoles privées. Les enseignants enseignent pendant 9 mois. En attendant la tombée de la subvention. Quand la subvention tombe, le promoteur d'école, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une deuxième femme, il va convoyer la justice en France. Et c'est des gens qu'on ne doit pas soutenir. Les promoteurs qui vont refuser de suivre les instructions des autorités maliennes par rapport à l'enseignement, qu'on ferme ces écoles. On doit purement et simplement fermer ces écoles. Et les élèves qui sont à l'intérieur, en fait. Mais qu'on partage les élèves entre les écoles publiques, l'État doit mettre une action sur les écoles publiques. Sinon, les promoteurs d'écoles privées, c'est des sanctions. Je n'ai aucune pitié pour eux. S'ils refusent qu'on ferme leurs écoles, très bien, et qu'on aide d'autres à ouvrir d'autres écoles, des gens plus honnêtes, plus intègres. Rapidement, votre mot sur ce sujet. Tout ceci laisse juste à attendre que nous n'avons pas de vision pour l'école, l'école malienne. Et par rapport, vous savez, on est en train de... Vous n'avez pas de vision, vous qui? Les autorités actuelles, ils n'ont pas de vision, n'ont pas de plan pour sauver l'école malienne. Il ne s'agit pas seulement, pour répondre à votre question, il ne s'agit pas seulement d'empêcher des gens de voler, qu'il n'y ait pas de fraude à l'école ou qu'on organise bien... mais quand même, c'est une avancée. Qu'on organise... Non, mais je vais en venir. Ou qu'on organise des examens et qu'il n'y a pas de fraude et que les examens ont été organisés. Ça, c'est quelle unité de mesure, ça? Il faut voir aujourd'hui, je pense que l'école doit être au cœur des enjeux politiques. L'école doit être au cœur de cette transition. Aujourd'hui, l'école a été mise de côté. Vous savez, l'article 39 qui est là, qui est toujours dans les tiroirs du gouvernement et qu'il n'y a pas une suite par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faudra vraiment sortir. Vous êtes jeune, il faudra que vous sortez dans des émotions et qu'on soit réaliste désormais et qu'on se dise que on ne peut pas bâtir le Mali kouroua sera un Mali kouroua le jour où on mettra l'école au cœur, au cœur du débat politique. Il y a des promoteurs d'école qui sont bien. Il y a des promoteurs d'école qui sont bien, mais ils ne sont pas nombreux ces promoteurs d'école. Et récemment, même plus de 50 écoles de santé ont été fermées. Rapidement. L'État a fermé beaucoup d'écoles de santé parce que ces écoles de santé ne répondent pas aux critères. Ok, très bien. Oui, en fait, j'aimerais réagir par rapport à ça. Vous ne pouvez pas me dire que les examens sans fraude n'est pas au fait quelque chose d'important. C'est hyper important. Parce que ça va pousser à l'élève de pouvoir bien apprendre. Okay, ça pousse le très parent d'élève à préparer bien. C'est terminé, c'est terminé. Merci, 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 chers invités. Je rappelle que nous avons sur ce plateau Monsieur Al-Bouhari Ben Mohamed, qui est le président de l'association des jeunes actifs pour le renouveau à Jar Mali. Alors, nous avons aussi sur ce plateau Monsieur Amadi Diko, qui est le porte-parole de la plateforme de lutte contre le chômage et la corruption. Et le dernier invité, c'est un journaliste, Badou Escobar, journaliste et directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui démarre fort.